L'équipe, juste pour information, sachez que désormais, vous pouvez retrouver tous mes contenus sur YouTube, bien sûr, mais aussi dès le lendemain sur Spotify. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, place à un épisode spécial pour fêter la fin de mon marathon de la deadline. Et ouais, cette période de trade deadline, on en sort, et à la fois, il y a des franchises qui ont bien fait leurs courses, et d'autres qui ont sûrement oublié leur liste et qui sont rentrés à la maison avec un caddie vide. Vous l'imaginez bien, cette fois-ci encore, c'est pas un sujet que vous avez choisi sur Instagram. La deadline s'est terminée jeudi, et c'est une vidéo qu'il fallait forcément sortir ce week-end. Et même si ça a été plutôt très calme, la dernière ligne droite, la sieste, des choses à dire, il y en a quand même. Avant ça, petit rappel rapide, vous l'avez compris, si vous voulez choisir les prochains sujets de la chaîne, venez me rejoindre sur Insta. Quand il y a des sondages, je les balance là-bas le week-end, vous votez, et moi ensuite je déroule en fonction de vos choix. Et tant qu'on est sur les formalités, abonnez-vous ici, sur YouTube. À l'approche des playoffs, il ne faut rien manquer, c'est la période où je trouve les sujets sont les plus intéressants. Mais bref, aujourd'hui, on va parler des gagnants et des perdants de la trade deadline. Pas du trade le plus sexy, pas celui qui a fait le plus de buzz, juste les équipes qui ont vraiment amélioré leur situation et celles qui ont raté le coche. 6 losers, 6 winners, et à chaque fois 3 ou 4 mentions pour rester complet. Les équipes dont je ne parlerai pas aujourd'hui, c'est simple, soit c'est qu'il n'y a quasi rien à dire les concernant, soit c'est que j'ai pas assez d'éléments pour trancher entre winner ou loser sans raconter n'importe quoi. Alors installez-vous bien, on commence par les losers et on garde les winners pour la fin. Il est temps de faire la photo de famille NBA de fin de saison pour savoir qui a bien bossé et qui s'est tiré une balle dans le pied. Ok, on attaque par les losers, je vous l'ai dit, et forcément, on commence par les Mavericks. On va être clair d'entrée, il y a des excuses. Si Dallas est dans cette position aujourd'hui, c'est avant tout à cause des dégâts laissés par Nico Harrison. Le front office a hérité d'un chantier explosé, d'une situation bancale, et s'est retrouvé face à un choix impossible. Soit tu fais semblant d'y croire, encore, tu attends un retour de Kyrie Irving à 34 ans, tu pries pour qu'Anthony Davis devienne soudainement durable, et tu continues à naviguer à vue. Soit tu assumes l'erreur, tu coupes court, et tu réalignes tout autour de Cooper Flagg. Ils ont choisi, heureusement, la deuxième option. Du coup, sur le principe, je comprends, c'est sans doute la moins mauvaise décision possible. Mais c'est pas pour autant que je considère le move d'AD comme gagnant, parce que tu peux prendre la bonne direction et quand même rater ta deadline. La contrepartie reçue pour Anthony Davis est objectivement faible. Tu récupères un Middleton en fin de cycle, des jeunes encore très théoriques, du salary filler et des pics peu excitants, dont un first round qui finira très probablement en fin de premier tour. À ce niveau-là, on est plus proche d'un déstockage que d'un échange structurant. Et même autour de la ligue, beaucoup ont noté que Dallas récupère moins pour AD que d'autres l'ont fait pour des joueurs moins prestigieux. Surtout que derrière, quand tu regardes l'effectif dans l'état où il est, ça fait pas rêver. Dallas ressort de cette deadline avec un effectif toujours déséquilibré, peu de création fiable au périmètre, un flou sur l'organisation offensive, des jeunes, des plus vieux qui ne savent même plus ce qu'ils font ici, et un Jason Kidd qui va continuer à donner énormément de responsabilités à Cooper Flagg. Ok, c'est un talent générationnel, mais lui demander porter seul sa team aussitôt montre surtout le manque de solutions autour de lui. Par contre, même si je mets les Mavs aujourd'hui parmi les losers, je vois ça quand même comme un point positif pour la suite. Cette trade deadline acte définitivement le fait que Dallas se construit autour de Cooper Flagg. Plus d'ambiguïté, plus de double discours. Le projet lui appartient et le reste va devoir s'aligner. Financièrement, ils ont aussi retrouvé un peu de flexibilité et ils récupèrent des munitions, même modestes pour la suite. Bref, là aujourd'hui, pour moi, Dallas sort perdant de cette deadline, mais au moins on comprend la route qu'ils veulent prendre. Je pense que pour eux, c'est probablement seulement le début du grand ménage. Il va falloir voir ce que ça donne par la suite. Alors on enchaîne avec un autre loser qui fait débat. Sur le papier c'est plutôt propre, mais moi, à la deadline, et c'est pour ça que je suis frustré, j'ai attendu un truc qui n'est jamais venu. Houston, pour moi, c'est l'équipe qui avait une occasion en or de passer un cap et qui a décidé de ne toucher à rien. À l'heure où presque toute la ligue a bougé, les Rockets sont restés immobiles malgré des besoins évidents. L'absence de Fred VanVleet a laissé un vrai vide à la main et la perte de Steven Adams enlève du combat dans la peinture. Et malgré ça, Houston n'a pas utilisé ses assets pour aller chercher un renfort fiable pour compenser ses absences. Et c'est là où franchement ça devient décevant pour ces Rockets qui, pour moi, étaient en mesure d'espérer quelque chose cette saison. Des assets, Houston en avait justement, et le contexte, je pensais, devait pousser à agir. Les Rockets sont bien classés à l'ouest et Kevin Durant fait encore une saison de très haut niveau. Quant à un joueur comme ça, la timeline devient primordiale et Houston a décidé de ne pas capitaliser sur ses dernières années de prime pour se renforcer. Le principal problème n'est pas le talent, mais surtout la création et l'organisation offensive autour de lui, surtout quand la défense adverse se resserre. Et c'est ça qui est rageant, ils sont bons, mais il faut dire, il manque un truc. En saison régulière, tu peux cacher ça avec l'intensité, mais en play-off, quand tout le jeu va ralentir, tu ne pourras plus rien planquer. Après oui, je comprends la volonté de miser sur la continuité et la volonté de tester ce groupe en l'état.
Mais à la deadline, moi je juge aussi l'ambition. Udoka avait des besoins et Houston avait l'opportunité d'aller chercher au moins un arrière propre, même sans faire all-in, juste un mec fiable pour stabiliser l'attaque, tenir la balle, faire jouer les autres et soulager Durant et Sengun sur la création. Ils ne l'ont pas fait, et si ça flambe en playoff, on se répétera tous la même chose. Ils auraient dû bouger tant qu'ils avaient un maximum de cartes en main. Bref, on poursuit et là on arrive à un dossier qui je pense me frustre encore plus que Dallas, parce que pour eux, l'immobilité devient une habitude. Miami. Le Heat pour moi est loser à la deadline pour une raison simple. L'équipe coule à petit feu et Pat Riley n'a rien fait. Aucun électrochoc, aucun réajustement, pas même un petit mouvement. Pourtant, Miami a été cité sur Giannis, sur Ja Morant, sur tous les gros dossiers. Et au final, comme souvent, il reste immobile. Comme si le roster était suffisant, sauf qu'il ne l'est pas. L'attaque est laborieuse, la création compliquée, et peu à peu, l'équipe s'essouffle mentalement. Et ça, t'as pas besoin d'ouvrir Basketball Référence pour t'en rendre compte, il suffit de regarder ne serait-ce qu'un seul carton du 8. Miami, d'habitude, avec Spoelstra, c'est toujours l'équipe qui trouve un moyen d'exister, mais depuis le départ de Jimmy Butler, il manque ce truc très simple, un gars qui prend la balle et qui te donne un plan quand ça chauffe. La défense tient autour de Bam Adebayo, mais l'attaque manque de rythme, surtout qu'avec un Tyler Hero souvent diminué, tu changes de plan offensif d'une semaine à l'autre. Ça, en avril, ça ne pardonne pas. Une deadline, c'est aussi un message envoyé à ton vestiaire, et là, le message envoyé par Pat Riley, c'est « on vous regarde galérer, mais nous on bouge pas ». Tu peux appeler ça de la patience, moi j'appelle ça de l'immobilisme. Et si au printemps ils regardent encore les autres s'écharper en playoff pendant que eux sont en vacances, on saura exactement d'où ça vient. Pat Riley est une légende, je ne lui enlève pas, mais stop, pour cette deadline, j'avais enfin envie qu'il mette ses coronesses sur la table. Il ne l'a pas fait, dommage pour le hit. Allez, on continue, et là on arrive sur un cas un petit peu particulier, parce que sur le papier, Memphis a plutôt bien bossé, et franchement, respect pour ça. Pourtant, je les mets quand même du côté des losers à cette deadline uniquement à cause d'un dossier, Ja Morant. Déjà, je veux être juste avec eux. Le départ de Jaren Jackson Jr. en soi a été très bien géré. Il l'envoie au Jazz et il récupère une vraie dose de pique, dans la continuité de ce qu'ils avaient déjà fait avec Desmond Bane l'été dernier. Donc en termes de maximiser la valeur de leurs assets, les Grizzlies, ils sont dans le bon tempo. Là, ils accumulent des choix de draft, ils se recréent de la flexibilité et tu sens qu'ils ont enfin accepté que ce noyau Morant, Bane, Triple J avait fait son temps. Ça, franchement, c'est pas rien. Il y a plein d'autres franchises qui restent dans le déni beaucoup plus longtemps que ça. Sauf que, désolé, il me manque quand même un move de la pièce la plus importante pour que ça devienne vraiment propre. Le chantier principal, c'était Ja Morant, et à la deadline, il n'a pas bougé. Officiellement, on parle de vouloir respecter sa valeur, mais officieusement, je pense surtout que le marché est frileux. Blessures, suspensions, incertitudes, les équipes hésitent à envoyer de vrais assets pour lui, et en l'état, Memphis se retrouve coincé entre deux timelines. C'est là que pour moi, Memphis peut faire partie des perdants, parce que même après cette deadline, ils sont toujours dans une situation trouble. Si tu veux rebuild, Morant ne colle plus au projet, il reste un gros salaire, un joueur central, et derrière, t'as un vestiaire perdu, suspendu à son destin. Pas facile ça pour Thioma Cizalo de gérer ses rotations sans vraiment savoir où l'équipe va. Puis plus tu attends, plus tu prends le risque que la valeur de Ja baisse. Alors oui, un changement est toujours possible cet été, mais au sortir de cette deadline, t'as fait la moitié du ménage, et la plus grosse armoire est toujours plantée au milieu de ton salon. Donc oui, je leur dis, les pics c'est bien, le virage pris, il est cohérent, mais tant que Morant est là, la trajectoire de ton équipe reste floue. Il manquait probablement juste un move du meneur en fonction de la contrepartie reçue pour que je fasse basculer les Grizzlies du côté des winners. Mais allez, on avance et là on arrive sur un loser un peu différent, Golden State. C'est pas qu'ils ont fait n'importe quoi, c'est qu'ils ont fait un move qui ne règle rien, ni le présent ni le futur. On pose le décor, les Warriors lâchent Jonathan Kuminga et Buddy Hield pour récupérer Kristaps Porzingis. Sur le papier, l'idée est simple, un grand qui protège le cercle, qui peut sanctionner à 3 points et qui fit bien à côté de Draymond Green. Sauf que Porzingis arrive avec un contrat expirant autour de 30 millions, donc dans quelques mois il sera free agent, sachant que cette saison, comme souvent, il a très peu joué avec encore des soucis de santé. Donc tu sacrifies un jeune ailier, même si sa situation était complexe, pour un pari à court terme qui à l'instant T ressemble surtout à une location. C'est bien pour ça que moi je la trouve hyper frustrante cette deadline des Warriors. Ça parlait d'Giannis, tu finis sur Porzingis, on n'est quand même pas du tout sur le même projet. Cette deadline était censée remettre du carburant dans le roster pour la dernière ligne droite de Steph. Avec la blessure de Jimmy Butler, t'avais besoin d'un move qui remonte vraiment le plafond. Porzingis, même en bonne santé, ça ne te transforme pas en contender, ça te donne juste une option de plus, un bonus, pas un plan, et comme son contrat est expirant, rien ne garantit qu'il soit encore là l'an prochain. Le problème avec ce genre de pari, c'est que si ça rate, t'as rien, t'as juste perdu du temps. Si Porzingis ne répond pas aux attentes, et en vrai j'y crois très peu, tu n'améliores ni le présent ni le futur. Je veux bien entendre que l'idée c'est de retenter sa chance cet été pour Giannis, mais dans ce cas-là, pourquoi t'as pas gardé Kuminga pour le mettre justement dans le package ou l'améliorer? Ou alors pourquoi t'as pas essayé de récupérer un autre asset futur contre Kuminga que là aussi tu peux mettre dans le package? Et puis même sans ça, tout miser sur une arrivée du Greek Freak dans quelques mois, je trouve ça complètement incertain. Déjà qu'il y avait trop d'incertitudes à Golden State, en ce moment, avec ce transfert, j'ai l'impression qu'il y en a juste encore plus. Mais si ça peut consoler les fans des Dubs, il y a une autre franchise qui me rend encore plus fou, les Kings.
Eux, le problème, c'est même pas qu'ils sont mauvais et qu'ils squattent les bas-fonds des classements, c'est qu'ils n'ont aucune idée d'où ils vont. Sur le papier, avec Domantas Sabonis, Zach LaVine et DeMar DeRozan, Duke Christie devrait avoir entre les mains une équipe au moins un minimum sérieuse. Malgré ça, les Kings traînent un bilan catastrophique et donnent surtout l'impression d'une équipe montée au hasard, avec des pièces qui ne s'emboîtent pas, attaque brouillonne, défense désorganisée, jeunes étouffés par des vétérans qui monopolisent le ballon. C'était l'une des teams qui avait le plus besoin de bouger et la deadline devait représenter un moment parfait pour trancher. Soit tu assumes le win now et tu essaies de construire un cadre cohérent pour te renforcer pour de bon, soit tu dis stop et tu vends tout pour mieux repartir, la meilleure chose à faire selon moi. Mais rester dans cette situation bancale, c'est le pire des mondes, aucune direction, aucune clarification, et le message envoyé c'est on continue alors que tout le monde pointe du doigt que rien ne va. Les fans de Sacramento doivent quand même bien déprimer en ce moment, et ceux qui veulent se rassurer en disant que les Kings ont quand même bougé, je les arrête tout de suite. Ouais, ils ont bougé, pour ajouter DeAndre Hunter, et c'est typiquement un move pansement qui ne fait aucunement passer la pilule. Un salaire de plus, un joueur de plus à intégrer, et aucun problème structurel de régler. Résultat, un roster illisible, une masse salariale lourde, et on se répète en boucle la même question, c'est quoi le plan ? Voilà pourquoi je pense que Sacramento est probablement le plus gros loser de cette deadline. Ce moment devait être un virage, et eux, au lieu de mettre le clignotant d'un côté ou de l'autre, ils se sont arrêtés sur le bas-côté en mettant les warnings. Bref, ça doit se sentir, mais vraiment ça me trigger cette deadline des Kings. Alors avant que je m'énerve pour de bon sur eux, je vais changer de sujet et faire quelques mentions rapides avant de passer aux gagnants. Non pas que leur deadline soit un naufrage total, mais plutôt parce que dans les décisions que ces franchises ont prises, il y a quand même des choses qui me chiffonnent. Pour ça, on commence par Philly, parce que le message envoyé est bizarre, je trouve. Les Sixers avaient une opportunité à l'Est, et au lieu d'ajouter une pièce utile pour les playoffs, ils ont surtout cherché à passer sous la luxury tax, encore. Pour ça, ils lâchent Jared McCain contre des pics qui ne font pas rêver. C'est défendable, économiquement, mais sportivement, le message, c'est pas on veut être ambitieux, c'est juste on économise, dommage. Deuxième mention, Brooklyn, et là c'est tout l'inverse, on ne parle pas d'économie, mais d'un vide total. Les Nets sont en reconstruction, la deadline pour eux, ça devait être le moment parfait pour sortir l'aspirateur à pic, sauf que là, il ne s'est quasiment rien passé, et le symbole est terrible, Michael Porter Jr. et Nick Claxton s'enlisent dans un projet en reconstruction, et Cam Thomas, au lieu d'en tirer quelque chose, ils finissent par le couper après. Résultat, de la valeur laissée sur la table en vue de l'été prochain, et une vision à long terme qui n'est pas franchement plus nette. Dernière mention, Cleveland, et là je vous le dis direct, je comprends à peu près ce qu'ils ont fait, mais avant de m'enflammer, je veux voir ce que ça va donner. Les Cavs ont récupéré James Harden. À court terme, offensivement, ça peut faire très mal. Il peut soulager Donovan Mitchell et se créer des tirs faciles. Ils ajoutent aussi Keon Ellis et Dennis Schroeder pour sécuriser le backcourt. Très bien, mais le pari est énorme. Tu échanges Darius Garland, 26 ans, contre un Harden de 10 ans de plus. Ça, c'est pas un move de winner. Puis l'alchimie, la gestion des deux gros porteurs de balles en même temps, ou le niveau du barbu en playoff, ça crée de grosses inconnues. Donc je peux pas les mettre parmi les gros losers, mais je peux pas non plus faire comme si c'était safe. Là, ils n'ont plus droit à l'excuse. Mais allez, pour les losers, j'ai parlé à peu près de tout ce que je voulais aborder. Alors maintenant, on passe au winner, et ça fait du bien, je vais pouvoir me calmer. Et Indiana, pour moi, c'est un vrai winner de cette deadline, malgré leur place au classement, parce que cette saison est clairement une année de transition, et eux l'ont utilisé intelligemment. Ils vont chercher Ivica Zubac, exactement le profil qui leur manquait depuis le départ de Miles Turner. Un pivot fiable, costaud, qui stabilise la défense et la raquette. Zubac, c'est pas le pivot flashy, mais c'est le mec qui structure une équipe, et avec le retour attendu de Tyrese Haliburton, tu reconstruis immédiatement un duo meneur-pivot très fort sur pick and roll pour l'an prochain. Et là où je kiffe leur move, c'est que malgré l'enchaînement de défaites qu'ils connaissent en ce moment, ils ne sont pas rentrés dans le panic mode. Le prix de Zubac est élevé, on ne va pas faire semblant. Mathurin, Isaiah Jackson et des pics, dont un premier tour 2029 non protégé. Donc oui, c'est un pari, mais c'est un pari logique. Indiana ne reconstruit pas, ils sortent d'une finale et ont juste perdu leur star sur blessure. Au lieu de se précipiter ou de tanker sans plan, ils comblent le trou le plus évident du roster avec un joueur dans le bon âge et au niveau très solide. Le message envoyé à la fanbase, il est super hypant. On revient très vite et on va revenir prêt. Si Haliburton rejoue à son niveau à la reprise, Indiana retrouve immédiatement de l'ambition, un vrai organisateur, un intérieur structurant et une rotation déjà en place. À la deadline, ils ont surtout fait un choix clair, préparer le retour au sommet plutôt que rester dans le flou, et pour moi, ça c'est une deadline de winner. Et pour enchaîner, on arrive sur un dossier où je vais clairement nuancer par rapport à ce que j'ai dit dans la vidéo que j'ai publiée, le Hot React, juste après le trade d'AD. Ouais, comme son nom l'indique, c'était une réaction à chaud, et même si j'ai toujours quelques doutes sur certains points, depuis j'ai réussi à prendre un peu de recul. Oui, les Wizards pour moi font partie des winners, pas parce que je crois à un futur de contender autour de Trae Young et Anthony Davis, mais parce que vu le contexte et le prix payé, c'est un vrai coup opportuniste. Washington sort de plusieurs années très compliquées, sans crack générationnel à la draft, et en deux moves, il récupère deux joueurs qui cumulent plus d'une dizaine de sélections All-Star et redonnent enfin une trajectoire à cette équipe. Parce qu'en vrai, le sujet réel, c'est pas le nom qui est écrit derrière le maillot des recrues, c'est plutôt ce que ça t'a coûté.
Parce que pour AD, Washington ne s'est pas vidé en assets, pas de sacrifice du noyau jeune, pas d'hémorragie de pics bien placés. Il lâche surtout des contrats, des joueurs de rotation et des pics secondaires. Et quand tu récupères un joueur du calibre d'Anthony Davis sans lâcher tes jeunes clés, objectivement, t'as gagné la négociation, et ce, quels que soient les doutes concernant sa santé. Évidemment, compter sur Davis pour être performant, c'est un vrai pari, mais vu que ça t'a rien coûté, que t'as rien payé, ce serait bête de ne pas tenter. Puis aussi, faut regarder de l'autre côté du miroir. Trae Young et Anthony Davis ne devraient que peu jouer cette année, voire même pas du tout. Du coup, d'ici la saison prochaine, les Wizards peuvent toujours tanker tranquillement pour construire un noyau enfin lisible en attendant potentiellement un gros pic en juin prochain. Maintenant c'est clair, ce move ne les transforme pas en contender, et c'est vrai qu'à la base c'est ça qui m'embêtait un peu. Ceci dit, peu à peu, Washington rend son futur excitant, et pour moi tout est là, c'est pour ça que je les considère comme des gagnants. Bon, maintenant pour poursuivre de ce côté-là de la balance, on enchaîne sur un move qui me plaît bien plus que ce qu'il n'a fait de bruit. Oui, pour moi, Minnesota fait clairement partie des winners, pas avec un coup médiatique, mais parce qu'ils ont ciblé exactement ce qui leur manquait. Toute la saison, les hommes de Chris Finch jusque-là ont été solides et cohérents, mais trop courts sur leur backcourt. Mike Conley tenait encore un peu la barre, mais il ne pouvait plus porter autant de responsabilités. Derrière lui, il manquait un vrai garde, capable de défendre, de tenir la balle et d'exister en play-off. Et là, tadam, t'as Ayo Dosunmu qui débarque, un nom pas forcément clinquant, mais qui peut apporter tout ce qu'il faut. Dosunmu, offensivement, ok, c'est pas une option 1 ou une option 2, et personne ne lui demande de soulager Anthony Edwards au scoring, mais pour le reste, c'est presque un fit parfait, combo garde physique, défenseur hargneux, capable d'attaquer le cercle et d'écarter le jeu à plus de 45% à 3 points cette saison. Il apporte exactement ce qu'il fallait à Minnesota. Je pense que c'est exactement le profil de joueur qui peut faire la différence en avril et en mai. Les Wolves sont déjà une équipe de play-off avec une identité défensive claire et un leader offensif installé. Ce qui leur manquait, c'était une option fiable de plus derrière Edwards, surtout après le départ de Nickel Alexander-Walker. Dosunmu coche quasiment les mêmes cases, sans bouleverser la hiérarchie. Maintenant, évidemment, il y a des petits bémols pour Tim Connelly, mais pour moi, rien de rédhibitoire. Oui, ça a coûté Rob Dillingham et Dosunmu est sur un contrat expirant, ça pique, mais à l'instant T, moi je juge l'impact réel. Dillingham n'avait pas de vraie place dans la rotation d'un contender, Dosunmu si, et en plus Minnesota garde une porte ouverte pour récupérer Conley via les buyouts. Si ça se confirme, c'est un énorme gain en profondeur et en sécurité. C'est bien pour ça que je mets les Wolves parmi les winners. Ils ont juste comblé leur trou le plus évident et je trouve ça bien joué. Est-ce que ça les rend favoris pour le titre? Non, mais est-ce que ça les rend plus solides, plus profonds et plus chiants à jouer en play-off? Oui, clairement. Et ça, c'est exactement ce que tu veux pour affirmer tes ambitions à ce moment-là de la saison. Et allez, on poursuit et maintenant on arrive sur un dossier qu'on peut trouver déroutant mais qui perso m'a beaucoup plu, les Clippers. Oui, je sais que beaucoup vont me contredire de ce que déjà j'ai lu à droite à gauche, mais pour moi, les Californiens ont fait une bonne deadline. Pas sexy, pas spectaculaire, mais lucide, et pour moi, au vu de leur situation, c'est ce qu'il fallait. Après plusieurs années à courir après un plafond qui n'existait plus, ils ont enfin décidé de changer de cap de façon radicale. En 2 jours, ils se séparent de James Harden et Ivica Zubac, 2 titulaires majeurs, mais en échange, ils récupèrent de la jeunesse, de la flexibilité financière et des pics. Harden a été transformé en Darius Garland, un meneur de 26 ans déjà All-Star et avec 10 ans de moins. Rien que ça en vrai, même si Garland n'est pas parfait, c'est une victoire. Après, sur le court terme, évidemment, ça pique. Perdre Harden, c'est perdre de l'organisation et de la création dans une attaque qui roulait plutôt bien ces dernières semaines. Surtout que Garland arrive blessé, donc l'impact immédiat est limité. Mais à moyen terme, t'as potentiellement un meneur qui peut tenir la barque pendant plusieurs années dans une ligue où ce profil-là est précieux. Est-ce que Garland est un franchise player absolu? Non. Mais transformer un Harden vieillissant et potentiellement instable en Darius Garland, ça me plaît, c'est une vision d'avenir. Et puis, il y a le dossier Zubac qui est encore plus symbolique, je trouve. Le Croate était un excellent pivot, dans son prime, mais l'offre d'Indiana était juste trop bonne. En échange, les Clippers récupèrent Bénédicte Mathurin, un scoreur de 23 ans, plus 2 pics, même s'il y en a un qui est protégé. Pour une équipe qui a plus de munitions depuis des années, c'est énorme. Et là-dedans, le truc encore plus important selon moi, c'est le timing. Il y a quelques semaines encore, après leur série de victoires, beaucoup se disaient que les Clippers allaient peut-être pousser pour les playoffs. Et c'est justement là, en regardant la réalité en face, que le front office a été bon. L'équipe de Tyronn Lue avait retrouvé de l'allant, oui, mais le projet global était arrivé en bout de course. Alors plutôt que de lui mettre du maquillage pour éviter que ça se voie, ils ont décidé de planter des graines pour l'après. Maintenant soyons clairs, tout n'est pas parfait, et le gros point d'interrogation évidemment c'est Kawhi Leonard. Dernière année de contrat, 35 ans, un avenir flou, on ne sait plus trop ce qu'il a à faire dans ce roster. Cependant, si on met ça de côté, j'apprécie que la franchise puisse maintenant bénéficier d'une flexibilité nouvelle. Avec Garland, Mathurin, Isaiah Jackson qui est arrivé lui aussi et quasiment plus de gros salaires au-delà de 2027, les Clippers se redonnent des options, beaucoup d'options. Ils peuvent accélérer un reset, ils peuvent tenter un dernier cycle autour de Kawhi, ou ils peuvent attendre la draft et voir ce que la loterie leur offre. Pendant des années, ils étaient coincés. Là, ils respirent à nouveau. Bravo Lawrence Frank. Par contre, faut l'avouer, à court terme, sportivement, ça va être possiblement moche. Ils vont probablement sortir de la course au play-in. Kawhi risque de faire une fin de saison énorme, s'il joue, dans une équipe qui ne gagne plus beaucoup, et leur pick 2026 ne leur appartient pas.
mais une deadline, ça ne se juge pas que sur les 3 prochains mois, ça se juge aussi sur la direction prise pour le futur. Et là, je pense que la direction choisie est enfin la bonne. Les Clippers ont arrêté de se mentir, ils ont fermé une ère qui n'a jamais tenu ses promesses, et ils l'ont fait proprement. Ils ont pris de la jeunesse, ils ont pris des pics, c'est pas une renaissance immédiate, mais c'est un reset fait intelligemment. Et aller toujours du côté des winners, je pense qu'il faut qu'on parle des Celtics, qui ont réussi à améliorer leur principal point faible sans se mettre en danger ni sportivement ni financièrement. À ce stade-là de la saison, c'est exactement ce genre de move que fait un contender sérieux. Leurs points faibles, on le connaissait tous. Depuis les départs de Porzingis et d'Horford, la rotation intérieure reposait surtout sur des role-players. Joe Mazzulla manquait d'un vrai pivot capable de prendre des minutes solides en play-off et d'écarter le jeu. C'est précisément là que Nikola Vucevic entre en scène. Maintenant, si je disais que je n'ai aucun doute concernant l'arrivée du Monténégrin, je mentirais. Vucevic a 35 ans. Défensivement, c'est pas un crack dans la protection du cercle et il peut se faire cibler sur pick and roll. Mais Boston n'avait pas besoin d'un monstre défensif, ils avaient besoin d'un pivot qui fluidifie le jeu. Vucevic, c'est exactement ça. Presque 17 points, près de 9 rebonds et quasiment 38% à 3 points sur plus de 4 tentatives. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il est sur le parquet, des couloirs s'ouvrent, et pour une attaque basée sur le spacing et la lecture, c'est de l'or. Et ça, les Celtics, vraiment, ça peut leur changer la vie. Vucevic peut jouer avec les titulaires sans étouffer le jeu, et si jamais Mazzulla préfère garder Quetta dans le 5 pour la défense, c'est pas grave, il peut aussi porter la seconde unit offensivement. C'est un pivot qui comprend parfaitement le jeu et va pouvoir s'intégrer sans bouleverser la hiérarchie. Et puis le nerf de la guerre là-dedans, c'est le prix. Pour Vooch, Boston lâche Anthony Simons. Il pourrait manquer en sortie de banc dans son rôle de joker, de micro-ondes, mais en échange de lui, on comble le trou dans la raquette et on passe sous la luxury tax, ce qui est loin d'être anodin. Avec ce transfert, Boston se redonne une vraie flexibilité pour la suite et ça c'est tout sauf un hasard. Avec Jason Tatum pour le moment absent cette saison, c'était probablement l'année la plus logique pour respirer financièrement sans sacrifier l'ambition sportive. Boston reste compétitif, solide et mieux armé qu'avant à l'intérieur, et quand Tatum reviendra pleinement, le roster sera prêt à appuyer plus fort sans être enchaîné financièrement. Alors oui, par contre, je le répète parce que c'est important de le garder en tête, tout n'est pas parfait, c'est vrai. Vucevic est sur un contrat expirant, il peut partir gratuitement cet été, et défensivement, il faudra le protéger, le cacher un peu, le mettre dans des contextes favorables. Mais Boston a exactement le personnel et l'intelligence collective pour ça. Ils peuvent le garder près de la peinture, réduire les espaces et s'appuyer sur des extérieurs disciplinés pour limiter son exposition. Je pense que ça peut le faire. Boston n'a pas forcément cherché à faire quelque chose de spectaculaire, mais Brad Stevens a fait un move malin. Même si Vucevic n'est plus dans son prime, c'est un upgrade clair dans cette rotation. Quand tu renforces ton principal point faible, que tu économises des millions de dollars et quand en plus de ça tu restes dans la course pour gagner l'Est, pour moi y a pas débat, tu fais partie des winners, c'est comme ça. Et puis tant qu'à faire, du côté des winners maintenant, on va passer à une équipe qui sans faire de bruit a encore donné une masterclass en termes de gestion, Oklahoma City. À première vue, ce qu'ils ont fait peut sembler discret, mais comme souvent avec OKC, le vrai gain, il est dans les détails. Parce que le contexte est déjà exceptionnel, et c'est justement dans ces moments-là que Sam Presti est le plus dangereux. Quand tout va bien, il optimise, et l'optimisation, elle commence par les pics. Le Thunder possède toujours une quantité énorme de tours de draft, et avec les mouvements récents, la valeur de ces pics monte mécaniquement. Leur capital travaille tout seul, et ça permet d'agir. Là, par exemple, ils en ont profité pour faire venir Jared McCain, 21 ans, contrat rookie, dont la valeur a chuté à cause des blessures et du contexte de Philadelphie. Pourtant, on parle d'un vrai prospect talentueux qui, je le rappelle, l'année dernière, avant de se blesser, était vraiment dans la course pour le rookie de l'année, et à OKC, en plus, le fit semble évident. McCain, c'est exactement ce qui leur manque sur la seconde unit, un joueur qui bouge sans le ballon, qui sanctionne à plus de 38% de loin en carrière, et qui peut prendre feu sur un carton sans monopoliser la balle. Dans le système de Marc Daigneault, avec ce niveau de spacing et de mouvement, il devrait pouvoir trouver un terrain de jeu idéal. Je vais pas mentir, ça me hype. Puis ce qui me plaît encore plus, c'est le timing financier. Avec les futures extensions à venir, avoir des joueurs jeunes et pas chers devient vital. McCain arrive exactement quand il faut. Après oui, soyons honnêtes, McCain ne va pas débarquer et prendre 30 minutes dès demain, et à lui tout seul, il ne change pas le plafond de l'équipe. OKC peut également perdre un petit peu de terrain à court terme avec la blessure de Shea. Mais ce qui est positif pour le Thunder, c'est qu'autour, les principaux concurrents de la conférence Ouest n'ont pas bougé. McCain, c'est pas un move pour la hype, c'est un move pour se renforcer. OKC a recyclé des pics en un joueur à fort potentiel, améliorer le présent et sécuriser l'avenir. Quand une team fait ça en étant déjà au sommet, on comprend pourquoi tout le monde les regarde avec admiration. À l'instant T, franchement, tout continue de sourire au Thunder. Franchement, ça dégoûte presque une telle masterclass, mais comme pour les losers, avant de refermer ce bilan, je veux faire quelques mentions chez les winners encore une fois. Il ne s'agit pas de super coups absolus, mais quand même de coups cohérents, ou au moins que je trouve défendables. Le Jazz, pour commencer, a enfin utilisé ses munitions. Avec l'arrivée de Jaren Jackson Jr., ils sont allés chercher un vrai joueur établi dans son prime. C'est un pari car le fit pose question, la timeline aussi. Mais au moins, Utah essaie quelque chose au lieu d'empiler des picks en direction réelle. Après, on enchaîne avec les Hornets. Enfin, franchement, ça fait du bien de dire ça de cette équipe.
Les hommes de Charles Lee sont sur une bonne dynamique. LaMelo Ball, Brandon Miller et Cont Newpel donnent une base claire et à la deadline, Charlotte a empilé des petits moves malins, sans se griller. Et franchement, je suis curieux de voir ce que Kobe White va donner dans ce groupe. Pas besoin d'en faire plus, c'est cool. Passons désormais aux Bucks, et là je sais que ça va faire débat, du coup je vais être très clair. Milwaukee, si je peux les considérer un tant soit peu comme gagnants, c'est pour une seule raison. Ils ont réussi à conserver Giannis en refusant de le brader malgré la pression. Est-ce que ça règle leurs problèmes? Non, pas du tout. Mais au moins, cette patience permet de gagner quelques mois avant de trouver la meilleure solution possible. Du coup, on termine avec les Knicks, ma dernière mention du jour. New York a fait une deadline discrète, mais logique. L'arrivée de José Alvarado colle parfaitement à l'ADN de cette équipe, et je suis persuadé que le Madison Square Garden va l'adorer. Et surtout, son arrivée correspond à un vrai manque. Avec la blessure de Miles McBride, les Knicks avaient besoin d'un relais fiable derrière Jalen Brunson. Alvarado ne change pas le plafond de l'équipe, mais il sécurise des minutes, apporte de la défense et permet au backcourt de mieux respirer, tout ça sans hypothéquer leur futur, vu que seul Gershon Yabusele a fait ses valises. Bref, voilà, après ce marathon deadline cette semaine sur la chaîne, avec toutes les vidéos que j'ai sorties, je crois que j'ai enfin fait le tour de tout ce que je voulais aborder. C'était épuisant, j'ai tout donné, et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne, ce sera la meilleure récompense. Et enfin, si cette vidéo vous a plu, pensez à la booster, mais aussi à me donner vos gagnants et vos perdants de cette trade deadline. J'ai hâte d'avoir vos retours. Alors après une semaine bien dense, je vous abandonne ici, je vous dis à très bientôt, sûrement la semaine prochaine, et je vous retrouve tout de suite dans la section commentaires.